À 8h46, étant donné que c'est lundi, vous avez pris l'habitude de nous écouter à cette heure-ci. C'est la chronique livre et tu as un invité encore une fois cette semaine, Yannick. Voilà, une autre personnalité très, très courue, très connue de Sherbrooke qui vient commenter un livre d'abord. Une référence pour moi, en tout cas, là, personnellement, là, c'est une référence. C'est vrai. Alors, à plusieurs niveaux. On accueille François Fouquet qui est maintenant roi lion des coopératives funéraires, c'est ça? Le roi lion? Ben oui. Le Mufasa de la coopérative funéraire. Des coopératives. Mais François, merci de l'invitation d'abord. Oui, ben écoute, ça me fait plaisir, là. Je suis presque ému, là. Ah, mais c'est ça. On a ça la trame sonore du roi lion, là. C'est à la fin de la chronique, on va jouer ça. J'allais dire, en tout cas, je suis pas le Alfredson. Je reste, moi. Ah, c'est bon. Okay. Ça, c'est cheap. Ça part mal, une chronique. J'aime vraiment ça. Déjà, il a aux yeux. Ben oui, je sais. Pauvre Marc. Ouais, ok, c'est pas grave. C'est tout petit puis ça veut vivre. Mais quand je vais prononcer le nom Bobby Ryan, retenez ce nom-là. Je pense que ça va me consoler. On te le souhaite, Marc. On te le souhaite. Moi, je te le souhaite sincèrement, d'ailleurs. Merci, c'est gentil. François, t'es venu nous parler d'un livre que j'ai vu dans beaucoup de mains, Un bonheur si fragile de Michel David. Ouais, Michel David, en fait, hein, c'est un bonhomme qui a écrit beaucoup. Il fait du roman historique. Oui. Et il y a une façon de le faire qui est tout à fait intéressante. Écoute, on retourne loin là dans ce cas-là. En fait, il a signé 5 sagas. Okay. Et ça, c'est, je sais pas laquelle c'est dans le lot. Moi, je suis rendu à ma 5e là. Je suis en train de finir celui-là, Le bonheur si fragile. Pour moi, c'est la dernière, là, parce que je les ai toutes faites. Et c'est une bonne brique, là. Oui, tout à fait. Et c'est le premier de 4, là. C'est ça. Donc, c'est ça. C'est des briques de 500 pages à peu près. Et qui te replonge littéralement dans la vie de 1900. Dans ce cas-là, on est en campagne. Okay. Donc, ce que ça vient faire, en fait, ça vient décrire la vie des gens. Puis ça décrit le petit quotidien des choses, mais il arrive à mettre beaucoup, beaucoup d'emphase sur certains éléments qui deviennent des intrigues des fois. Alors, on n'est pas dans le suspense, là. On n'est pas là du tout. Non. On est dans la description de la vie quotidienne, mais il arrive à glisser toutes sortes de petites descriptions, même si il compte une histoire à côté. Donc, il y a plein de trucs que tu comprends comment ça se faisait à l'époque. C'est ça. Et moi, ça m'a ramené dans des valeurs les valeurs de solidarité de l'époque, là. Tu sais, quand. Incroyable. Mais c'est ça, on en parlait à micro fermé. À quel point les choses ont pu évoluer au fil des décennies. Là, on se ramène à quelle époque à peu près? Quelle année? Là-dedans, là, on est fin des années 1800. OK. Ça part de là. Donc, ça remonte à loin quand même. Là, et on voit ces gens-là, c'est des cultivateurs. Dans les Michel David, il y a aussi il y a d'autres séries, dont Chère Lorette, qui va se passer au centre-ville de Montréal. Pas au centre-ville, mais dans l'est de Montréal. Donc, les gens qui avaient trouvé refuge en ville, justement pour fuir la campagne un peu, hein, parce qu'ils disaient, non, faut aller du côté de où ça bouge, où les choses se passent, et se retrouvaient là dans des logements des fois minables, à des salaires qui étaient minables aussi. Donc, tu as toute cette description de la vie du temps. Là, on est vraiment dans le cœur. Écoute, j'ai trouvé là-dedans, il y a des relents de la commission Charbonneau. L'ancêtre, en fait, de la commission Charbonneau est là-dedans. C'est très drôle de voir un Gonzague Boisvert là-dedans qui achète en catimini un terrain de quelqu'un. Comme si moi, je te dis, garde, Yannick, ton terrain au milieu du village, là, c'est le dernier terrain disponible. Je vais te l'acheter, mais on n'en parle pas. Regarde, je te paye, là, mais on n'en parle pas. Tu demeures propriétaire. J'aime autant que ça se sache pas dans le village. Et ce même Gonzague-là, lui qui vient d'acheter le terrain, il est aussi marié. OK. Et il est ligué avec Racicot et Rajotte, deux gars qui lui doivent de l'argent, donc qui sont attachés après, ils n'ont pas le choix de voter comme lui. Puis l'Église a passé au feu, il essaie de faire bâtir l'Église sur son nouveau terrain, mais que les gens ne savent pas qu'il y a. Tu sais, fait que on est en plein conflit d'intérêts. Finalement, chaque époque a eu son maire Vaillancourt, là, c'est ce que je comprends. C'est ça, exactement. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi les descriptions qu'il y avait là-dedans. Tu sais, quand on parle de les lits à l'époque, là, on décrit comment on faisait la paillasse, puis ils changeaient la paillasse 2 fois par année. En fait, c'est des poches de jute. Puis là, à un moment donné, il y a une couture au bout qui défaisait pour aller chercher il allait chercher de la paille dans la grange. Puis 2 fois par année, il changeait les paillasses comme ça. Tu sais, on est loin de notre petit confort à nous aujourd'hui, là, avec nos matelas. Puis, ça nous prend 3 ans à les payer, mais quand même, ils sont confortables. C'est vrai, c'est bon, on est bien. C'est du confort, ça. C'est ça. Même, tu sais, je suis jamais loin du milieu funéraire quand même, là. C'est vrai. Et j'ai compris, là, en lisant ça, l'expression « être sur les planches ». OK. T'sais, on a tous entendu ça, hein, mon oncle est sur les planches. Là, puis moi, je me disais, ça doit être l'expression populaire pour dire il est dans son cercueil. Mais non, à l'époque, le croque-mort,
Le croque-mort habitait généralement pas le village. Il y en avait un pour plusieurs villages. Mais la personne décède, il y a un exemple là-dedans, la personne décède l'avant-midi, puis l'après-midi, ben ils ont vidé le salon, puis ils ont juste mis des planches sur 2 tréteaux, là, deux espèces de chevalets, puis ils l'ont couché sur les planches le temps que le cercueil arrive. Des fois, il arrivait le lendemain, des fois, il arrivait juste le matin des funérailles, donc l'expiration sur les planches, c'était ça. Et ça, en même temps, tu sais, nous, on est pris en charge tout le temps. Hein. Ça, c'est une des affaires qui m'épate là-dedans, c'est que il y avait personne pour te prendre en charge. Donc, tu sais, là-dedans, il y a l'histoire, je sais pas si c'est dans lui ou dans une autre des sagas, mais t'as la dame qui s'en va dans le milieu de l'avant-midi à la grange et elle retrouve son mari mort. Mais ses autres enfants sont pas là, elle se retrouve, ils sont 2 en fait dans la maison pour ramener le mari à la maison. Et là, dans toute cette douleur-là, ils sont obligés de le préparer, de le laver, de le changer, de l'installer au salon. En plus de ça, de penser à prévoir, à recevoir tout ce monde-là. Puis ça veillait 24 heures sur 24 à l'époque. On n'est plus habitué à ça parce que maintenant, dès qu'il nous arrive un petit quelque chose, la société nous prend en charge. T'as une armée de gens qui peuvent venir t'aider. Ouais. C'est ça, mais à l'époque, ils étaient vraiment laissés à eux-mêmes, là. Mais ça, François, c'est vraiment un cours d'histoire en soi, ces livres-là. Ah, littéralement. Mais sous forme, de romans, où il y a des intrigues. Mais ce qui m'a étonné, c'est que ça intéresse pas mal de jeunes quand même. Et ça, tu peux... Oui, c'est ça. En fait, c'est que moi, ça m'a surpris. Ce sont les 5 séries, c'est des best-sellers. Oui, c'est vrai. Complètement. Et écoute, et c'est relativement long à lire. C'est 4 fois 500 pages chaque, là, tu sais, là. Mais c'est que Michel David a cette façon de te décrire les personnages. Tu les comprends à un moment donné, t'es avec eux autres, et c'est dans la manière d'écrire. Ils sont attachants. Ils sont attachants, c'est ça, tu sais. Puis dans celui-là, il y a Corinne, la pauvre Corinne. Écoute, elle se marie, elle a 20 quelques années, 20, même pas 20 ans, je pense, ou à peu près. Elle se marie avec un Laurent, mais il est du village d'à côté. Mais le village d'à côté, à l'époque, c'est loin, donc ils se sont fréquentés quelques mois à peine, mais se fréquenter, ça veut dire venir à la maison, s'asseoir au salon pendant que t'es chaperonné. Oui. Toi, t'as toujours été chaperonné, Marc. J'imagine quand tu sortais avec des filles, ben oui, c'est ça. Mais il y a tellement mangé. T'es comme moi, t'es respectable. Ouais, c'est ça. Mais c'est des gars qui ont mangé beaucoup de sucre à la crème, là, pendant le chaperonnage. C'est ça. C'est ça. Ben, tu sais, à l'époque, il était dans le salon, c'est ça. Puis il y avait le père ou la mère qui se versait à la porte du salon pour qu'il arrive rien. Mais finalement, les fréquentations. Les fréquentations, c'est ça, tout à fait. Mais c'est là où je parlais à quelqu'un, disons quelqu'un de connu qui s'est marié samedi, et puis je lui disais que la nuit de noces, maintenant, c'est un mythe. On est fatigué après la soirée du mariage, mais à l'époque, il n'y avait pas de fatigue pour justifier de manquer la nuit de noces. À cause des fréquentations platoniques qui s'étiraient. Oui, tout à fait. Oui, parce que, écoute, c'était la première occasion que tu avais, là. Et en même temps, je suis pas sûr que le premier essai, il est décrit quelques fois, il y a des mariages là-dedans. Ah oui? Puis tu t'aperçois que la fille trouve pas ça nécessairement bien drôle, là. Non. Mettons qu'on n'était pas au royaume du préliminaire, là. Il y avait pas tellement, ils ont pas vécu. On donnait pas dans la dentelle. Non, pas tellement, tu sais. Dans le susurrage de mots doux avant, là, pas beaucoup, beaucoup. Il y avait pas de chroniqueurs dans ce sens-là, dans ces domaines-là pour nous aider, nous, les messieurs, à être plus doux et plus romantique. Ben oui, quand nous, on était jeunes, même si t'es pas mal plus jeune que moi, Marc, tu sais, moi, j'écoutais d'une oreille furtive Huguette Proulx à Radio Sexe, tu sais, puis qui finit tout le temps, elle finissait tout le temps nous disant, ben, achetez-vous un livre. Mais quand même, mais c'est ça, tu sais, il y avait ça quand même, mais là, à l'époque, c'était, non, puis, tu sais, il décrit quelques nuits de noces là-dedans, puis tu t'aperçois qu'on est loin du prince charmant, là, disons, puis, ouais, c'est grande désillusion parfois. Grande désillusion. Il y a un petit bout que je voulais, dont je voulais vous parler. Ça se passe dans le village là-bas, et on dit là-dedans que la meilleure preuve, je vous lis un petit bout. On parle de l'évolution des choses. La meilleure preuve en était qu'ils étaient les seuls possesseurs d'un téléphone dans Saint-Paul-des-Prés, ce qui les plaçait dans une classe tout à fait à part. Il y en a 2 dans le village qui auraient voulu avoir le téléphone, mais Belle voulait pas aller l'installer parce que c'était dans un rang. Il était vraiment dans... Ça me fait sourire parce que, écoute, on est en, mettons, 1900. Mais non, on prend ça pour acquis aujourd'hui. Écoute, nous autres, on est avec Internet, puis t'as Facebook, puis t'as toutes sortes d'affaires, puis c'est... Mais non, à l'époque, là, c'était vraiment... Fait que la personne qui avait ça dans le village, le téléphone, là, c'était...
Écoute, c'est moi qui ai ça, là. C'était le hot. Ah oui, le hot du village, notable, c'était ça. Ouais, c'est ça. Puis il y a des passages très touchants aussi quand il y a des rituels qui se sont perdus avec le temps, hein, parce que on voit là-dedans les gens qui demandent la bénédiction paternelle. Donc au jour de l'an, puis les enfants qui à genoux devant leur père qui demandent, et c'était souvent la seule fois dans l'année où ça tirait les larmes du père, parce que le père était le bonhomme qui pas. Ouais. Et j'ai été surpris de voir le rôle dans chacune des sagas, le rôle incroyable que tenait la maman dans chacune des familles, là. Tu t'aperçois que, tu sais, elle disait toujours, c'est votre père qui va décider, attends que votre père arrive, mais c'était souvent elle qui disait au père, toi, dis ça. C'est vrai. Très matriarcal. Le vrai comme boss, régime. c'était la maman. Oui, ça n'a pas tellement changé. Mais elle avait pas le droit. Non, sauf qu'en façade, elle mettait toujours son mari à l'avant-plan. Ouais. Alors que maintenant, elles sont boss, puis elle le dit haut et fort. Ouais, c'est ça. C'est moi qui mène! Ah, c'est ça, exactement. C'est quand même ton deuxième pan de vie personnel ce matin après les animaux. Je trouve ça beau. Mais c'est ça. C'est criant de vérité. Hein? Non, puis j'ai été surpris aussi de voir, tu sais, là-dedans, il y a un moment donné, ils vont chercher, ils ont besoin d'aide, ça ferme. T'allais où pour chercher de l'aide? Ben, t'allais à l'orphelinat. Parce qu'à l'orphelinat, c'était rempli de bâtards. Les bâtards étant les jeunes qui étaient nés de façon très illégitime. Ouais, puis quand ils choisissaient un enfant à l'orphelinat, c'était comme ils choisissaient celui qui était costaud, puis qui avait l'air d'être bien portant, puis il va être bon, ça la ferme, lui. Ouais, c'est ça. Puis il y a 13-14 ans quand tu vas le chercher, là, tu sais, fait que là, tu l'amènes sur ta terre, puis il va travailler, là. Oui, c'est ça. exactement. Mais tu sais, c'est le genre d'affaires qu'on verrait plus aujourd'hui, là, tu sais, Non. Mais non, écoute, tu peux être accusé par la SPA pour avoir tassé ton chat un peu trop, tu sais, ça marche plus de même. Remarque, souvent les animaux sont mieux encadrés que les humains dans bien des cas. Mais bon, ça c'est une autre affaire. Mais c'est ça, c'est passionnant quand on met les pieds dans l'histoire. Moi, les mouvements de solidarité qu'il y a là-dedans. Je repense toujours à l'émission de Chantal Lacroix, passée au suivant. Ouais. Puis on a vu ça comme un concept extraordinaire. Hein, on disait, c'était tellement beau, puis on était dans nos salons. Alors que c'était chacun la chez norme. nous. Ben, c'était ça, c'était la survie qui était là. Oui. C'était comme ça avant. Nous, on a repris ça, puis on a appelé ça un concept. On en a fait une télé-réalité, puis les gens étaient dans leur salon. Ça s'entraidait pas plus, parce qu'on était chacun dans notre salon, mais on pleurait tous. On disait, c'est donc beau. C'est ça. Mais ça fait du bien de se retremper là-dedans, dans ces élans de solidarité. Puis, écoute, il y avait les bleus puis les rouges à l'époque, là, tu sais, dans la politique. La politique, ça se battait, là. Ça divisait les familles. Ouais. Mais il s'agissait que les bleus et les rouges qui saillissaient pour en faire des remèdes, il s'agissait que la grange d'un passe au feu pour que tout le monde aille. Ça passait par-dessus ça. La solidarité allait par-dessus. Alors, on va faire un heureux. Je vais expliquer aux gens. On va prendre le deuxième appel. On fait tirer le tome 1 de cette saga. Bon, Un bonheur si fragile de Michel David aux éditions Urtubise. Oui. On n'a pas le livre. Je vais le recevoir au cours des prochains jours. Là. Je pense qu'il y a juste nous autres qui travaillent présentement parce que les maisons d'édition... Oui, on m'a confirmé qu'on allait recevoir le tome 1. On va prendre les coordonnées et je vais rappeler le gagnant ou la gagnante pour leur dire, mais magnifique cadeau parce que toute une brique et puis je pense qu'on n'est pas capable de ne pas lire le deuxième, le troisième, le quatrième. Hein. C'est un piège heureux. Oui, c'est ça. Ah, tout à fait. François Fouquet, merci beaucoup. Ça fait plaisir avec nous aujourd'hui. Le roi lion de la coopérative. Le Mufasa de la coop funéraire de l'Estrie. Merci François Fouquet.